Soleil vert, Gwenaëlle Scottet. Notre rendez-vous hebdomadaire avec l'environnement, le développement durable, l'écologie. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Cécile. On termine ce soir notre cycle sur l'agriculture bio. Oui, alors les 3 dernières semaines, je vous ai expliqué pourquoi moi j'essaie de manger bio. Parce que oui, malheureusement, en fait, en agriculture dite conventionnelle, on a des pratiques qui sont souvent dangereuses pour la biodiversité et puis pour la santé des agriculteurs. Alors attention, je reproche rien aux agriculteurs qui utilisent encore des engrais chimiques et des produits phytosanitaires. En fait, ils font que ce qu'on leur a appris. Oui, c'est-à-dire ? Alors, en fait, si on revient un peu en arrière, notre agriculture actuelle, elle est née à peu près après la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'à cette époque, et pour diverses raisons comme le reboostage de l'économie, la transformation des véhicules militaires en tracteurs et puis le développement de la chimie, on a assisté à une mécanisation et à une spécialisation croissante des exploitations agricoles. Alors qu'avant la guerre, il y avait beaucoup de toutes petites fermes avec par exemple une vache laitière, un cochon qu'on va engraisser avec le petit lait de la vache, quelques poules, 2-3 lapins, un peu d'herbe, des céréales et puis un potager. Et après la guerre, petit à petit, chacun s'est équipé d'un tracteur, d'un robot trayeur, d'engrais, d'herbicides, de pesticides. Et puis, selon l'endroit où on était, et puis des facteurs personnels et puis économiques aussi, on a choisi de faire plutôt du lait de vache, de la viande, du cochon, des poules pondeuses, etc. Et donc, c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on a commencé à utiliser des engrais et des produits phytosanitaires qui sont issus du pétrole et dérivés des explosifs et des gaz qu'on utilisait pendant la guerre. C'est fou ce qu'on peut faire avec du pétrole quand même. Ouais, carrément. En fait, on a appelé ça la révolution verte. Et puis, ça a touché le monde entier. Et ça partait plutôt d'une bonne intention. Il fallait nourrir le monde, faciliter le travail des agriculteurs. Mais bon, je vous l'ai déjà dit, bof, en fait, les résultats. Et puis, en fait, on en a oublié l'agronomie et puis l'écologie, au sens de science des écosystèmes. Après, il faut quand même le noter, ça bouge aussi en agriculture conventionnelle. Ah oui, puis même l'État y s'y met. Par exemple, avec le plan Éco-Phyto, qui a été lancé en 2008 par le ministère de l'Agriculture, qui vise à réduire progressivement l'utilisation de ces produits phytosanitaires dont je vous parlais, et en France, et tout en maintenant une agriculture qui sera économiquement performante. Et où, alors, il parle aussi, le ministère, c'est assez marrant, de comment on arrête le labour. Je vous mets un lien dans le podcast là-dessus, un article là-dessus. Mais je pense quand même le mieux, quand on veut être sûr de préserver l'environnement et la santé des humains, ça reste quand même l'agriculture bio. Cela dit, l'agriculture bio, ça coûte quand même un peu plus cher, voire même parfois beaucoup plus cher que les produits issus de l'agriculture conventionnelle. Bah oui, forcément. Bon, déjà, il y en a moins. C'est pas hyper évident de faire du bio quand on est habitué à faire du conventionnel. On n'a pas forcément la formation. C'est en fait quasiment changer de métier. Et puis pendant la période de conversion, qui peut durer jusqu'à 3 ans, on va continuer à vendre nos produits à un prix du conventionnel. Donc c'est un vrai effort. Voilà, c'est un vrai effort à faire. Mais notamment sur les fruits et légumes, il y a quand même des moyens de ne pas se ruiner en mangeant bio. Et tu nous conseilles par exemple de privilégier les produits de saison. Bah oui, alors déjà ils sont meilleurs, donc on va moins en jeter. Donc, une grande partie ils sont meilleurs, ils ont plus de goût, ils ont une meilleure qualité. Et c'est déjà une façon d'économiser que de ne pas jeter une partie de ce qu'on a acheté. Par exemple, la tomate, pour faire sa matière, elle a besoin de soleil et de chaleur. Donc, on va l'acheter plutôt en été, parce que sinon, elle fonctionne un peu moins bien, la tomate sans chaud et sans pas en ce moment, soleil. Quoi. Voilà, un peu comme nous. On privilégie le local aussi. Bah ouais, alors déjà, 2 avantages. Moins de transport, donc potentiellement moins de coûts et de pollution. Et puis, on va, dans ce cas-là, plutôt acheter des produits qui sont tout juste cueillis. Donc, qui seront aussi de meilleure qualité, qui vont mieux se conserver, et on en jettera moins aussi. Et puis, du coup, là, il faut faire gaffe au bio qui vient du bout du monde, parce qu'on risque de tout gâcher vis-à-vis du pétrole. Oui, il y a de quoi être un peu frustrant. Là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Les circuits courts qu'on favorise. Bah ouais, ça, je pense que c'est vraiment la meilleure manière, parce qu'il faut savoir qu'un circuit court, c'est un système de commercialisation qui va limiter les intermédiaires entre le producteur et vous, le consommateur. Donc, sachant que chaque intermédiaire va se rémunérer, forcément, moins il y en a, plus le produit va être économique. Alors, par exemple, en supermarché ou chez un primeur qui va acheter ses produits à un grossiste ou sur le mine, par exemple, ça fait au moins 2 intermédiaires qu'il va falloir rémunérer. Dans certains supermarchés qui achètent leurs produits directement aux producteurs, ou alors quand on passe par des entreprises qui proposent des paniers de légumes ou des magasins de producteurs, comme par exemple la Ruche qui dit oui, ça fait au moins un intermédiaire rémunéré. Dans les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, ça fait un intermédiaire, mais lui, il est gratuit. Et puis en vente directe, ou sur l'exploitation ou alors au marché, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est directement du producteur au consommateur. Pour terminer, d'autres points positifs de l'agriculture biologique, toujours soigneusement sélectionnée par toi-même. Bah oui, j'ai pas pu tout développer, mais quand même, souvent en agriculture bio, on encourage les semences paysannes, les variétés anciennes qui vont être trop belles, trop drôles et hyper goûteuses.
Au niveau du bien-être animal aussi, c'est quelque chose que j'ai pas abordé, mais l'agriculture biologique a quand même un cahier des charges un peu plus développé et c'est mieux, et notamment voir un cochon qui court dehors. Ça n'a pas de prix. Vraiment, vraiment, aucun, c'est merveilleux. En général, ça va créer de l'emploi aussi, parce qu'on a forcément besoin de plus de personnes. Ça entretient le territoire, ça crée du lien social et ça peut nourrir le monde. Hein. Oui, parce que la question, elle est là aussi. Oui, alors, mais ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Ce sont des gens qui ont très bien réfléchi à la question, notamment la FAO, l'Organisation mondiale des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui a fait des études là-dessus. Et puis, il y a plein d'autres chercheurs qui bossent dessus depuis un moment et qui disent ça aussi. Et la FAO qui n'est pas non plus connue pour être une organisation complètement hippie. Hein. Non. Voilà, contrairement à certains clichés. Ça va un petit peu ce qu'ils font. C'est ça. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Chronique à retrouver évidemment en podcast leçonunique.com et puis via l'appli myson. Rendez-vous mardi prochain. À mardi. Info, culture, musique. C'est le 17-19 de Sun.